Allez, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Ça vaut le coup sur Boursorama, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, on vous parle d'informations extra-financières. Bonjour Muriel. Bonjour David. Muriel Faure, présidente de la commission innovation technologique de l'AFG. Pourquoi est-ce qu'on met ce sujet sur la table? Parce que pour l'investisseur qui est intéressé par tout ce qui est placement durable, vert, ESG, il faut s'assurer que les fonds répondent à la promesse qui est affichée. Et donc, derrière un fonds se cache, il y a des actions, on est investi dans des actions. Et la problématique, c'est de savoir comment sont sélectionnées ces actions, plus vertes, plus vertueuses. Et on se base notamment sur des critères qu'on dit extra-financiers. Voilà. Et donc, il y a tout un sujet, parce que quand on est particulier, il ne faut pas se faire avoir, pardon, dire les choses un petit peu triviales. C'est vrai que je trouve que c'est important de parler un petit peu, de rentrer un peu à l'intérieur d'un fonds, comme vous dites, de la sélection des actions, comment on sélectionne, et de regarder, lever le capot, et de voir tout ce process du gérant pour dire je prends Total, je prends pas Total, ou dans un secteur donné qui va être l'agroalimentaire, je vais prendre Nestlé, je prends pas Danone. Et la base de ça, ça va être ce qu'on appelle la donnée extra-financière. Parce qu'il y a la donnée financière, voilà, l'EBITDA, le résultat d'exploitation, le résultat net, la dette, etc. Ça on connaît. Ça, on connaît, c'est facile à trouver. Ouais. On va dans le rapport annuel, on va dans les communications financières des sociétés, c'est facile à trouver. La donnée extra-financière, qu'est-ce que ça va être? Données extra-financières, ce sont des données qui vont concerner des sujets, donc on est sur l'ESG, environnement, le sociétal et la gouvernance. Ouais. Par exemple, sur l'environnement, on va chercher des données qui vont être le volume de déchets qui est par tonne de la société. Ou alors, on va regarder aussi le pourcentage de déchets qui sont recyclés. On va regarder la consommation énergétique totale ou la consommation énergétique renouvelable. Là, on est sur l'environnement. Sur la partie sociétale ou sociale, on va s'intéresser au taux d'absentéisme. On va s'intéresser à la formation, au budget formation que la société dépense. La gouvernance, bien, la rémunération des dirigeants, le nombre de femmes dans les comités exécutifs. Et ces données-là, on peut les trouver soit dans les rapports RSE, donc des entreprises, donc responsabilité sociétale et environnementale. Donc on fait confiance à l'information qui est donnée par l'entreprise? C'est une source d'information. Ouais. Les ONG sont une autre source d'information. Tout ce qu'on peut trouver... Pourquoi est-ce que dans le financier, on prend pour argent comptant les données publiées par les entreprises, et pourquoi est-ce que là, pour l'extra-financier, on ne leur ferait pas confiance? Il faudrait avoir d'autres sources d'information. En fait, déjà, il y a un sujet, les données financières, elles sont auditées. Ouais. Donc, il y a un process de normalisation. Ouais. Normalisation des données comptables, financières, c'est audité. Il n'y a pas ça sur les données extra-financières. Et c'est là toute la complexité des données extra-financières. Elles sont multiples. Il y a des travaux qui sont menés au niveau européen. Donc, il y a une nouvelle réglementation qui va se mettre en place, qui est la CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, qui vise le reporting des émetteurs. Il y a des travaux qui ont été faits, notamment il y a un rapport, Patrick de Cambourg, sur la qualité de l'information extra-financière et sa pertinence, avec des recommandations, d'où une des recommandations serait aussi d'arriver à un audit de ces données extra-financières. Et il y a aussi la difficulté qui est l'homogénéité de ces données. Par exemple... Oui, parce que je vous coupe, mais parce qu'il y a les données donc, émises par les entreprises, émises aussi affichées par les fournisseurs de données aussi. Et donc, et parfois, on se rend compte que les informations, même entre fournisseurs, peuvent se contredire sur une même boîte. Exactement. La complexité, c'est déjà, au sein d'un émetteur, il y a un manque d'homogénéité des données. Je vous donne un exemple. Le budget formation. Donc, on veut savoir combien la société dépense, on va dire, par employé pour le budget formation. Certaines sociétés vont donner ce budget formation par pays, d'autres vont le donner par division. Donc, quand vous faites une analyse sur le secteur agroalimentaire, là, vous avez des choses qui ne sont pas comparables. Qu'est-ce que fait l'analyste ou le gérant? Eh bien, ça fait partie de la liste des questions qu'ils vont poser à l'Investor Relation, au directeur financier ou au responsable RSE de l'entreprise. Il faut pouvoir avoir une base comparable entre les sociétés pour pouvoir les juger les unes par rapport aux autres. Vous citez les fournisseurs de données. Donc, quels sont-ils d'ailleurs? On donne des noms. On a de moins en moins de fournisseurs de données indépendants. Il y a une tendance depuis, sur les 5 dernières années, de rachat par des grands groupes américains très connus, de sociétés d'analyse de données extra-financières. En quoi c'est problématique, ça? Alors,
Déjà, je vais vous dire, par exemple, vous avez des sociétés comme Sustainalytics qui ont été rachetées par Morningstar, Vigeo, bien connu en France, qui a été racheté par Moody's. Vous avez Trusco qui a été racheté par, je crois que c'est Thomson Reuters. En quoi c'est problématique? C'est qu'on voit bien les noms, c'est qui? C'est Morningstar, Moody's, Thomson Reuters, il y a Bloomberg aussi, des Américains. Donc il y a un oligopole et il y a un risque important d'augmentation des coûts de cette donnée extra-financière ou des notations. Et ces sociétés-là, alors ces fournisseurs de données fournissent de la donnée brute. Déjà, la donnée brute, sur la partie financière, elle n'était pas fiable. Moi, enfin, j'ai été gérante pendant de grandes années. On récupérait des données brutes financières, Bloomberg, FactSet. Par exemple, tout à l'heure, vous citiez un EBITDA. L'EBITDA n'est pas le même, parce que le retraitement n'est pas forcément le même entre Bloomberg et FactSet, notamment quand il y a des éléments récurrents ou non récurrents. Sur la donnée extra-financière, le problème est encore plus complexe. Donc, et ce qui est encore plus délicat, c'est que c'est un peu des boîtes noires. Ils n'expliquent pas vraiment comment ça se passe. Après, on va avoir la notation. Parce que donc ils fournissent des données brutes et puis aussi ils fournissent de la notation. Donc vous êtes abonné Morningstar, MSCI et autres. Ce qui est bien, ça facilite un peu la vie à tout le monde, notamment aux gérants, de voir est-ce qu'il y a une bonne note ou pas sur telle ou telle boîte. En fait, ça facilite pas si bien la vie. Ah bon? Parce qu'il y a l'OCDE qui a fait une étude, qui a mené une étude qui est sortie en fin 2019, qui montre que les données peuvent être très différentes. Par exemple, les notes peuvent être très différentes. Je vous donne un exemple, Amazon. Amazon est très bien notée par Thomson Reuters, à une note de 82 sur 100. Par contre, elle a une note que de 30 chez Bloomberg, sur 100 chez Bloomberg. Et alors, comment on explique ce hiatus? Alors, très franchement, parce que c'est comme tout ça, c'est un peu boîte noire, je pense qu'une des raisons, c'est que l'aspect sociétal, capital humain, doit être particulièrement plus important pour Bloomberg qu'il l'est pour Thomson Reuters. Je vais vous donner un autre exemple. Chacun fait sa petite souplesse dans son coin. Sa petite cuisine. Et c'est ça la grande difficulté pour déjà les émetteurs, parce qu'un émetteur, il ne peut pas être satisfait d'avoir une très bonne note chez l'un et une mauvaise note chez l'autre, et puis aussi pour les investisseurs. Un autre exemple, Tesla est noté 60 par Sustainalytics, qui est Morningstar, et 10 chez Robeco. Donc là, très clairement, l'un va voir l'aspect propre, c'est une voiture propre, l'autre va voir, pour faire une voiture propre, et on utilise des métaux rares. Donc l'idée derrière tout ça, Muriel, c'est d'homogénéiser, encore une fois, ces données extra-financières, les rendre comparables entre elles, comme on peut le faire pour les données financières. C'est ça tout l'enjeu aujourd'hui? C'est ça tout l'enjeu. Donc sans que ce soit des Américains qui dictent les règles du jeu. Exactement. Donc au niveau européen, il y a des gros travaux qui sont faits et des normes, une taxonomie qui est en train d'être développée. Après, au niveau des acteurs, le sujet c'est émetteurs, investisseurs. Il est important, et les acteurs travaillent ensemble, échangent, pour bien définir aussi les données qui sont utiles pour que les investisseurs et les gérants mènent leur gestion ESG. Et avec ça, à partir de ça, il y a aussi beaucoup d'outils, de solutions digitales qui sont mises en place, qui sont développées soit en interne par des sociétés de gestion, soit en externe par des fintechs. Solutions digitales, c'est d'avoir de la data, quoi. C'est des outils d'analyse, c'est l'utilisation d'algorithmes, beaucoup d'algorithmes en intelligence artificielle, qui vont permettre aux gérants, parce que vous avez bien conscience que ces données sont multiples, donc il faut aller les chercher. Le gérant qui va les chercher va passer beaucoup de temps à aller les chercher, à les lire, à les analyser. Et ces outils vont permettre, avec des moteurs, avec des mots-clés, d'aller chercher ces données, qu'elles soient structurées, donc alphanumériques, ou non structurées, dans les réseaux sociaux et autres. Ensuite, ça va les nettoyer. Et là-dessus, l'analyse va donner une analyse. Et là, l'analyste financier va avoir ce travail pré-mâché pour que lui, il puisse se concentrer à vraiment son analyse et la prise de décision. Mais là, on parle de l'analyste, on parle du gérant. C'est soit un analyste pur, soit un gérant. Oui, à l'épargnant qui nous regarde, qui se dit « Ouais, mais je suis un peu largué, c'est intéressant tout ce qu'on dit, et j'espère que c'est compréhensible. » Mais c'est compliqué, c'est complexe pour l'épargnant. Comment il s'y retrouve là-dedans pour avoir de la bonne donnée extra-financière ou une notation crédible et fiable? Je pense que c'est important qu'il ait conscience de tout ce travail très complexe et très approfondi qui est fait. Et ensuite, il y a maintenant des solutions qui arrivent, des plateformes qui permettent aux particuliers de mieux considérer un petit peu le degré ESG des fonds. Par exemple, il y a une plateforme, une fintech qui s'appelle Epsor.
pour l'épargne salariale qui montre, suivant certains critères, le degré ESG, climate friendly, des fonds que l'épargnant va considérer. Et au niveau, c'est important de savoir aussi au niveau réglementaire, l'AMF a déterminé une doctrine qui permet de dire aussi qu'un fonds qui dit qu'il est ESG, durable et autres, dans son nom, doit avoir un engagement très fort dans sa gestion. Sinon, le fonds se fait rattraper par la patrouille. Exactement. Voilà, merci. Explication signée Muriel Faure, présidente de la commission innovation technologique de l'AFG. Merci. Merci David, merci pour l'invitation. Merci, on se retrouve la semaine prochaine sur Boursorama.